Ce jour-là, la discussion tourna presque uniquement autour de Fatim. On parlait d'elle comme d'un secret que tout le monde connaît déjà. Jean-Jacques nous raconta comment il l'avait revue, après tant d'années, dans une suite luxueuse de l'hôtel Ivoire. Elle arrivait chaque matin, toujours bien mise, parfumée, sûre d'elle. Elle restait des heures dans la chambre, même après que Jean-Jacques partait en ville pour ses rendez-vous. Parfois, elle ne repartait même pas. Elle passait la nuit dans le lit de « l'Américain », comme on l'appelait désormais. Fatim n'était pas revenue par hasard. Elle avait cherché longtemps l'adresse de son ancien fiancé, fouillé, interrogé, insisté. Quand elle l'avait enfin retrouvé. Ils avaient commencé à s'écrire. 8 mois de messages, de souvenirs ressuscités, de promesses à peine voilées, avant même l'arrivée de Jean-Jacques à Abidjan. Pourtant, Fatim n'était plus libre. Elle avait déjà 2 enfants de Sidibé, mais elle jurait ne pas vouloir d'un 3e avec lui. Son mari était devenu trop débauché, trop absent, trop sûr de son argent pour respecter sa maison. Elle disait souffrir en silence, coincée entre confort et vide. À Jean-Jacques, elle donna une assurance lourde de sens. « Mon 3e enfant ne sera pas de lui, ce sera le tien. » Le séjour de l'Américain dura 3 mois. Fatim ne manqua jamais un rendez-vous, toujours présente, disponible, comme si elle jouait sa dernière carte. Quand Jean-Jacques quitta Abidjan pour les États-Unis, il laissa derrière lui une femme enceinte et un désordre silencieux. Moi, dans tout ça, je n'étais pas innocent. Je m'étais mis au service de mon ami, espérant bénéficier de ses grâces sonnantes et trébuchantes. Avant son départ, il me confia ses dernières volontés, le regard sérieux. « Tu dois aider Fatim à divorcer. Il faut que ça aille vite. Très vite. » Je hochai la tête, conscient du poids de cette mission. À Abidjan, divorcer vite, surtout quand l'argent, les enfants et l'honneur sont mêlés. Ce n'est jamais simple. Mais les promesses avaient été faites. Et ici, les promesses non tenues finissent toujours par se payer. D'une manière ou d'une autre. Dans cette ville, les histoires d'amour ne meurent jamais vraiment. Elles changent seulement de visage. Laissant derrière elles des femmes perdues, des hommes partagés et des enfants qui héritent de fautes qu'ils n'ont jamais commises. Après le départ de Jean-Jacques, Abidjan reprit son bruit habituel, mais pour Fatim, tout avait changé. Son ventre commençait à parler à sa place. Elle dissimulait la grossesse sous des boubous larges, évitait les sorties mondaines. Et surtout, elle surveillait Sidibé comme on surveille un feu prêt à se rallumer. Moi, je me mis en mouvement. À Abidjan, quand on veut divorcer vite, il faut connaître les bons couloirs. Un cousin clerc ici, un ami juriste là, un médiateur familial ailleurs. J'allais de bureau en bureau, toujours avec le même discours. La mésentente est profonde. L'honneur est menacé. Il faut agir avant le scandale. Sidibé, lui, ne voyait rien venir. Il continuait sa vie d'homme pressé, entouré de flatteurs, sûr que l'argent colmate toutes les fissures. Quand Fatim aborda enfin le sujet du divorce, il éclata de rire. « Tu crois que c'est ici le cinéma ?» lança-t-il. « Une femme comme toi ne quitte pas une maison comme ça. » Mais les signes s'accumulaient. Les disputes devinrent publiques. Les parents furent convoqués. Les oncles parlèrent fort. Les tantes pleurèrent. Chacun racontant sa version. Dans ces palabres, la vérité se dilue toujours, mais la décision mûrit. Fatim tint bon. Elle jouait sa dernière carte, soutenue par l'idée que, quelque part de l'autre côté de l'océan, un homme l'attendait, ou du moins l'avait promise à un avenir meilleur. Elle répétait, la main sur le ventre, « Cet enfant-là ne naîtra pas dans le mensonge. » Le divorce finit par être engagé plus vite que prévu, mais pas sans dégâts. Sidibé jura de ne plus jamais prononcer son nom. La famille se divisa. Et moi, témoin discret de cette chute annoncée, je compris que l'argent de Jean-Jacques n'avait pas seulement acheté des nuits, il avait déclenché une tempête. Dans les quartiers, on commença à murmurer. À Abidjan, rien ne reste secret longtemps. Fatim avait quitté une cage dorée sans savoir si l'autre rive était solide. Et moi, en rentrant chez moi un soir, je me dis que certaines histoires d'amour ressemblent aux routes en saison des pluies. On s'y engage avec espoir. Mais on en ressort toujours couvert de boue. Le scandale éclata un matin, brutalement, comme une pluie hors saison. Tout partit d'une dispute qui dégénéra devant un cabinet juridique du plateau. Sidibé,
informé par des langues trop pressées. Débarqua furieux, entouré de 2 cousins. Les voix montèrent, les passants s'arrêtèrent, les téléphones se levèrent. « Donc c'est ça ta vérité !» cria-t-il. « Tu veux m'humilier pour un homme qui n'est même plus ici ?» Fatime, pâle mais droite, posa la main sur son ventre. Et dans ce geste simple, tout était dit. Une femme enceinte, un mari trahi, un amour lointain, et moi, figé à quelques mètres, conscient que le pire arrivait. Quelqu'un filma. La vidéo fit le tour de WhatsApp avant midi. L'après-midi, les blogs locaux s'en emparèrent. Le soir même, une chronique de la radiodiffusion-télévision ivoirienne évoqua une affaire de mœurs impliquant une épouse de notable et un ressortissant étranger. Les noms n'étaient pas cités, mais à Abidjan, il suffit d'un demi-mot pour reconnaître les gens. La famille de Sidibé entra en guerre. On convoqua Fatime au domicile familial, devant les anciens. On l'accusa d'avoir sali le nom, d'avoir mangé l'argent du mari pour préparer sa fuite, d'avoir porté un enfant de honte. Les tantes criaient, les oncles tapèrent la canne. « Une femme mariée n'a pas de passé », lançait l'un. « Elle a oublié d'où elle vient », répondait une autre. Fatime, pour la première fois, parla fort. Elle raconta les nuits d'absence, les humiliations, les tromperies étalées sans pudeur. Elle dit aussi le silence qu'on impose aux femmes, quand l'homme paie tout. Ce jour-là, la maison se divisa en 2 camps irréconciliables. Le scandale atteignit son sommet. Quand un journaliste publia une photo ancienne, Fatime, entrant dans une suite de l'hôtel Ivoire, au bras de Jean-Jacques. La légende était cruelle. Quand l'argent voyage, les mariages tremblent. Sidibé devint la risée des réseaux. L'homme puissant n'était plus qu'un mari trompé sous les yeux de la ville entière. Jean-Jacques, depuis l'étranger, se fit soudain silencieux. Plus d'appels, plus de promesses. L'Américain avait compris que l'histoire avait dépassé la chambre d'hôtel. Il envoya de l'argent, oui, mais à distance, froidement, comme on solde un dossier. Et moi, au milieu de ce tumulte, je compris trop tard la vraie nature de ma mission. Je n'aidais pas seulement une femme à divorcer. J'étais devenu complice d'un scandale. Qui broyait tout sur son passage? Un mariage, des familles, une réputation, et bientôt, un enfant qui naîtrait déjà pointé du doigt. À Abidjan, le scandale nourrit les conversations plus sûrement que le pain. Mais quand les projecteurs s'éteignent, il ne reste que des vies cassées à recoller, dans l'ombre. Après le scandale, plus rien ne fut jamais comme avant. À Abidjan, la ville qui pardonne tout, sauf l'humiliation publique, Fatime devint un sujet de débat national. Dans les maquis, on tranchait son sort entre 2 bières. Elle a trop voulu briller. C'est Sidibé qui a semé le vent. Mais derrière les paroles faciles, la réalité était plus cruelle. Le divorce, que nous voulions rapide, se transforma en parcours de souffrance. Sidibé utilisa tout, l'argent, les relations, l'influence. Il bloqua certaines procédures, retarda d'autres, simplement pour montrer qu'il contrôlait encore la situation. Fatime comprit alors une vérité que beaucoup de femmes découvrent trop tard. Quitter un homme puissant n'est pas seulement une affaire de courage, c'est une guerre. Quand l'enfant naquit, les regards changèrent. On ne parlait plus seulement de scandale, mais de paternité contestée. Sidibé refusa catégoriquement toute responsabilité. Jean-Jacques, de l'autre côté de l'océan, exigea un test avant toute reconnaissance. L'enfant devint un dossier, un problème, un objet de négociation. Personne ne parlait de lui comme d'un être humain. Fatime tomba malade. Pas une maladie qu'on soigne à l'hôpital, non. Une fatigue morale, un effondrement intérieur. Elle avait cru que l'argent et l'amour clandestin allaient la sauver. Il l'avait exposée. Elle avait échangé une prison silencieuse contre une place publique, où chacun jetait sa pierre. Moi, je perdis aussi. Les grâces sonnantes et trébuchantes, promises par Jean-Jacques, arrivèrent au compte-gouttes, puis cessèrent. Dans ce genre d'affaires, les intermédiaires sont toujours les premiers sacrifiés. Je compris alors que servir les ambitions des autres, surtout quand elles sont bâties sur le mensonge, finit toujours par vous détruire. Le pire fut le sort des 2 premiers enfants, de Fatime. À l'école, on les appelait les enfants du scandale. Ils n'avaient rien demandé. Mais ici, les fautes des parents, collant à la peau des enfants comme une malédiction. Et c'est là que l'histoire devient un avertissement social, dur et sans maquillage. À l'ivoirienne, on doit le dire clairement.
L'argent ne répare pas un foyer brisé, le luxe ne guérit pas le mépris. Quitter un mariage pour un mirage est plus dangereux que rester dans la pauvreté avec sa dignité. Les hommes puissants promettent facilement, mais disparaissent dès que le scandale dépasse leurs frontières. Et surtout, ce sont toujours les femmes et les enfants qui paient le prix fort. Des jeux d'adultes. Aujourd'hui, Fatim vit loin des projecteurs, sans richesse éclatante, avec un nom abîmé et des enfants à protéger. Sidibé a reconstruit son image. Jean-Jacques a repris sa vie, comme si rien ne s'était passé. Moi, je raconte cette histoire, pour que d'autres réfléchissent avant de confondre amour, argent et liberté. À Abidjan comme ailleurs, les scandales passent. Mais les cicatrices restent, et ceux qui refusent d'apprendre des chutes des autres sont condamnés à tomber plus violemment encore.